Donc, en attendant que les dernières personnes se connectent, je vous propose peut-être de commencer. Je vais revenir dans un premier temps sur le déroulé du webinaire, mais je vais en profiter tout d'abord pour vous remercier de vous être connectés si nombreuses et nombreux donc à ce webinaire qui, pour rappel, est organisé en fait à l'occasion de la Journée internationale des volontaires qui se tiendra demain, donc le 5 décembre. Donc merci à vous et merci aussi à Coordination Sud et plus particulièrement à Mathieu Moriamé, donc directeur adjoint, pour nous avoir permis d'organiser ce webinaire, nous avoir aidé dans la conception et l'organisation. Euh, Petit détail logistique, je vous demanderai de couper vos micros afin qu'il n'y ait pas d'interruption durant le webinaire. Euh, J'en profite aussi pour vous rappeler que les questions, la session de questions-réponses aura lieu à la fin. On a prévu 45 minutes pour cela, donc je vous invite à noter vos questions au fur et à mesure parce qu'il n'y aura pas de pause entre chaque section. Et puis, donc voilà, sans plus attendre, je vais revenir sur le déroulé de notre webinaire. On va commencer. Donc, moi, je ferai un petit rappel avant de céder la parole à Daniel Verger, donc, président du plan volontariat. Qui fera une petite présentation de notre collectif. Ensuite, on aura une présentation un peu plus axée sur on rentrera dans le vif du sujet, donc avec une présentation du dispositif VSI à l'envoi. Donc, je donnerai la parole à Guillaume Nicolet, délégué général de la DCC, et Olivier Lagarde, directeur du SCD. Ensuite, on aura un temps vraiment sur le VSI, donc en réciprocité, qui sera animé par Francesco Marcialis de Fidesco, responsable du pôle plaidoyer projet innovation de Fidesco. Et puis, on terminera à la fin par une séquence de témoignages avec plusieurs intervenantes, à la fois sur le VSI à l'envoi, avec Jeanne Rouy, responsable des ressources humaines chez Initiative et Développement, et Sabina Garat, donc responsable du pôle volontariat à l'IFED. Et un témoignage sur le VSI de réciprocité avec plusieurs intervenantes du CCFD, donc Catherine Torcé, responsable du service Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, et Isabelle Robert, chargée de développement associatif du CCFD de Terre Solidaire, Pays de la Loire également. Et donc qui seront appuyés par Stéphanie Feugère, chargée du programme Volontariat international de réciprocité à la DCC. Suite à cela, donc, nous aurons un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à noter au fur et à mesure du webinaire. Je vais commencer juste par faire un petit rappel en début de visio sur vraiment l'objet de notre webinaire afin qu'il n'y ait pas de confusion. Ce matin, on discutera en fait du dispositif VSI, Volontariat de Solidarité Internationale. Donc, ça sera vraiment le sujet principal du webinaire. Il nous semblait important de faire un rappel vraiment sur l'objet de la réunion, parce qu'il y a plusieurs familles en fait de volontariat. En France, on parle du VIES, Volontariat international d'échange et de solidarité, qui est divisé en fait en trois familles. Le VSI, on va le retrouver dans la première famille, qui est la famille du volontariat de coopération, d'appui au développement et d'action humanitaire, dit volontariat de compétences. Il existe en envoi et en réciprocité, comme on le verra. Il est soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et il est mis en œuvre aujourd'hui par 22 associations qui disposent de l'agrément. Puisqu'il est nécessaire d'avoir un agrément pour mettre en œuvre du VSI. Il y a d'autres familles qui existent au sein du VIES. Il y a la famille du volontariat d'initiation et d'échange qui cible principalement les jeunes et dont l'exemple le plus connu est le service civique qui existe aussi en réciprocité, enfin à l'international, au niveau national et à l'international et en réciprocité. Il y a aussi d'autres exemples de projets type JSI, Jeunesse Solidarité Internationale, VVVSI,
Ville, Vie, Vacances, Solidarité internationale, ainsi que les chantiers internationaux. Donc ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, puisque ce n'est pas du volontariat de compétences. Et il y a une troisième famille qui peut aussi être mobilisée dans le cadre de projets de solidarité internationale, mais qu'on n'abordera pas aujourd'hui. C'est la famille du volontariat d'échange et de compétences, et qui est du volontariat d'expertise, et dont les exemples les plus connus sont les missions pour seniors, par exemple celles qui sont déployées par le GREF, le dispositif CSI, Congé de solidarité internationale, également le congé solidaire déployé uniquement par Planète Urgence ou le congé de solidarité. Et à côté de ça, on a d'autres volontariats dont on ne discutera pas aujourd'hui. Donc, le volontariat de solidarité au niveau européen, le Corps européen de solidarité, CES, qui existe aussi en volet humanitaire, le VNU, volontariat de l'ONU, et d'autres programmes de volontariat internationaux. Et en dehors vraiment de la sphère de la solidarité, on a le VIA, Volontariat international en administration, et le VIE, Volontariat international en entreprise, qui sont vraiment hors du champ de la solidarité. Mais bon, pour plus d'informations concernant voilà, ces familles et l'écosystème, je vous invite à vous rendre sur le site de France Volontaire. Et donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Daniel, président du clan de volontariat, Daniel Verger, pour une petite introduction sur notre collectif. Oui, bonjour, merci Rachel. Merci aussi à vous toutes et tous d'être présents, puisque nous avons passé le cap des 30 participants. Donc bravo. Nous sommes heureux de vous retrouver aussi nombreux en cette veille de Journée internationale du volontariat et du bénévolat. Un beau moment pour réfléchir sur le volontariat de solidarité internationale. C'est bien l'objet de notre rencontre. Avec donc et grâce à Coordination Sud qui a organisé avec nous le clan volontariat ce temps. Donc merci à l'ensemble de cet intercollectif qu'est Coordination Sud aussi de nous offrir cette opportunité. Alors le clan volontariat, en fait, c'est le comité de liaison des ONG de volontariat. Donc nous sommes un collectif assez ancien puisque nous avons été créés en 1979. Et nous avons aussi été à l'origine avec d'autres collectifs de la création de Coordination Sud il y a tout juste 30 ans, puisque nous fêtions les 30 ans de Coordination Sud la semaine dernière. Et donc, ce qui nous rassemble, ce qui rassemble les 13 organisations qui sont ensemble dans ce clan volontariat, c'est, en fait, je dirais, c'est d'abord peut-être l'envie de partager ensemble le souci pour la qualité du volontariat, pour un engagement de qualité de ce volontariat qui est peut-être le cœur humain de la solidarité internationale, le fait de se dire que l'échange et le travail ensemble entre volontaires avec des militants dans des organisations, hein, dans un appui à des partenaires, c'est une belle façon de vivre la solidarité internationale et c'est aussi ce que l'on pourra échanger avec vous. Donc nous avons d'une part des temps d'échange de pratiques, d'échange, des groupes de travail pour améliorer nos savoir-faire et pour échanger sur ce que nous faisons. Nous faisons aussi un travail pour développer des guides ou des documents qui peuvent faire référence notamment autour de la préparation au départ ou sur l'accompagnement durant la mission. Et puis, nous avons évidemment un travail de dialogue et de plaidoyer avec les autorités pour défendre le volontariat, pour défendre aussi plus largement la solidarité internationale et pour être un acteur de référence vis-à-vis notamment du ministère, mais aussi de l'AFD en matière de volontariat. Et je dois dire que nous avons un bon dialogue, notamment durant la période de préparation de la loi de 2001, la loi de programmation sur la solidarité internationale, qui a consacré le fait que le volontariat de solidarité internationale était un des éléments centraux de ces différentes pratiques qui peuvent se faire en matière de solidarité internationale et qui a consacré le fait aussi de pouvoir structurer un VSI de réciprocité et on aura un focus sur la réciprocité durant ce temps
de webinaires, puisque c'est très signifiant pour nous, hein, c'est vraiment au cœur de ce que l'on souhaite faire, de pouvoir faire des échanges dans les deux sens, des jeunes du Nord qui partent en appui aux partenaires du Sud, mais aussi des jeunes notamment liés à nos partenaires qui viennent en France faire du volontariat de solidarité internationale en appuyant nos organisations ou des organisations partenaires. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Olivier et à Guillaume qui vont nous présenter de quoi parle-t-on quand on parle du VSI aujourd'hui. Merci Daniel, bonjour à toutes et à tous. Donc Olivier Lagarde, directeur du SCD, le service de coopération au développement, basé à Lyon, qui est un organisme donc agréé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour le VSI et également par l'Agence de service civique pour le service civique. Je vais vous présenter là quelques grands principes du dispositif et puis surtout après quelques modalités légales, réglementaires du VSI. On va brosser le portrait du dispositif avec Guillaume de manière assez rapide et peut-être ensuite dans le temps de questions-réponses après les témoignages de revenir sur certains éléments qui peuvent vous questionner ou qui demanderaient des précisions. Avant de voir les modalités légales et réglementaires. Tu l'as dit, Daniel, en introduction, le VSI, c'est d'abord, avant d'être une loi, un état d'esprit du volontariat qui est très ancien dans la culture française de la solidarité internationale, hein, depuis les années 60. Et tu parlais de cœur humain, de la solidarité internationale. Voilà, c'est vrai qu'on parle de personnes qui partent sur du temps long, qui sont aussi dans une démarche d'engagement, de rencontres interculturelles. Et le volontariat, au-delà de venir en appui à des partenaires ou à des projets sur le terrain, c'est aussi un levier d'éducation à la citoyenneté, puisque de nombreux volontaires aussi témoignent et on valorise ces parcours-là ou témoignent en France à leur retour. Donc on a la chance en France, même si le cadre peut être imparfait, comme beaucoup de politiques publiques, surtout en ce moment, mais en tout cas on a la chance en France d'avoir un système, un dispositif qui est incitatif pour l'engagement citoyen à dimension internationale, puisque on a d'une part une incitation financière avec des aides de l'État sur lesquelles on reviendra un petit peu après, qui vont soit aux associations agréées, soit aux volontaires, soit indirectement aux partenaires et aux projets sur lesquels sont les volontaires. On a, à travers ce dispositif, des facilités réglementaires, puisqu'il y a un cadre légal qui existe, on va y revenir, même si là aussi il est imparfait à plusieurs égards. C'est un cadre qui permet aussi le VSI d'être quelque part un incubateur d'engagement. Peut-être certains d'entre vous, aujourd'hui acteurs d'ONG, d'associations au sein de Coordination Sud, ont été dans une autre vie des anciens volontaires. Donc on voit qu'il y a des parcours aussi qui se créent de militantisme, de professionnalisation avec un démarrage par du volontariat. Et puis le dispositif VSI, c'est aussi un écosystème qui facilite le dialogue avec l'État, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec notamment la présence de France Volontaire en tant qu'opérateur qui, en tant que plateforme des volontariats, facilite ce dialogue et la mise en place du VSI dans différents pays. Donc tout ça, ça se traduit comment concrètement? Ça se traduit par un cadre légal. Sur la slide suivante, donc vous connaissez peut-être la loi sur le VSI qui date de 2005. Donc on va fêter l'an prochain les 20 ans du dispositif VSI. C'est pas les 20 ans du volontariat puisque ça date de beaucoup plus longtemps, mais le cadre légal qu'on connaît aujourd'hui date de 2005. Donc ça se traduit par une loi la loi elle-même est détaillée par un décret qui a été révisé récemment, là pour le coup en 2022 suite à la loi sur le développement et la solidarité internationale de 2021. Et puis nous avons également dans ce cadre légal un arrêté qui définit plus précisément les modalités pratiques du statut de VSI. Donc je ne vais pas évidemment vous développer chacun de ces textes de loi, mais on pourra y revenir dans les questions éventuellement. Ensuite, si tu peux passer la slide, Rachel. Pardon. Donc, les grands éléments du dispositif VSI par rapport au statut, c'est quelque chose qui est exclusif de tout autre contrat. On ne peut pas être et salarié et VSI, puisqu'on est dans une logique de mobilisation à temps plein d'une personne au service d'un projet d'intérêt général. Par rapport aux différentes familles de volontariat que Rachel citait tout à l'heure en introduction, il faut savoir que le VSI, c'est ce qu'on appelle un volontariat de longue durée, d'un an minimum et qui peut aller jusqu'à 6 années subventionné par l'État dans différents pays auprès de différentes missions, mais en tout cas 6 années maximum. Et ce qui peut être
un avantage ou un inconvénient, c'est un contrat, le VSI, qui ne dépend pas du code du travail. Donc, parfois, on est un peu dans des zones grises en termes réglementaires ou légales, mais en même temps, ça permet une certaine flexibilité par rapport aux besoins qu'on a dans les projets de développement. Et c'est un statut de droit français, mais qui est ouvert à toute nationalité. Une personne originaire du Cameroun, par exemple, peut tout à fait faire un VSI au Bénin, par exemple. Sur les droits et les garanties, on y reviendra un petit peu aussi en détail sur les slides suivantes, mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le cadre légal permet pour les volontaires de partir sur des missions de longue durée dans le cadre d'une expatriation solidaire avec des droits, notamment des droits sociaux liés à la couverture sociale, des droits au congé. Donc ça, c'est quelque chose de très important puisque ça encadre la mobilité, contrairement à des jeunes, notamment en France, et il y en a beaucoup qui partent chaque année sans forcément avoir un dispositif derrière eux et sans avoir, par exemple, de protection sociale. On sait à quel point ça peut être important en expatriation. Je passe rapidement sur la slide suivante pour indiquer que le dispositif du VSI, il est aussi intégré dans un cadre plus global de l'emploi en France, puisque c'est un statut qui est reconnu vis-à-vis de la loi comme pouvant faire en tout cas l'objet d'une démission pour motif légitime. Une démission pour motif légitime, ça permet notamment de démissionner, mais tout en ayant droit à geler ses droits au chômage, aux allocations chômage, pour les réactiver au retour en France. Donc, on ne cotise pas, par exemple, au chômage pendant une période de VSI. Par contre, on a le droit, si on en bénéficie, de réactiver son chômage au retour. Il y a plusieurs modalités comme ça qui permettent d'être compatibles avec, par exemple, les congés sabbatiques, les congés de solidarité, etc. Et puis surtout, on a, comme je vous le disais, une protection sociale qui est offerte aux volontaires et qui permet de réaliser des missions dans des terrains parfois pas faciles, avec toutes les garanties nécessaires sur le plan médical, les frais de santé, le rapatriement, etc. Alors là, je crois que c'est à Guillaume de prendre la parole. On pourra revenir en tout cas sur les aspects très modalités réglementaires dans les questions, mais je laisse la parole à Guillaume pour la suite. Merci Olivier, bonjour à toutes et tous. Donc pour ma part, je suis Guillaume Nicolas. Alors je suis vice-président du CLONG et j'anime aussi le collège associatif de France Volontaire. Et principalement, je suis délégué général de la DCC, donc la Délégation catholique pour la coopération, donc ONG de solidarité internationale qui agit par le volontariat, par l'envoi de volontaires et de VSI principalement, et l'accueil aussi de VSI. On en a à peu près 70 en France en ce moment. Et puis, nous portons des volontaires candidats directs à la DCC ou pour le compte d'autres organisations, et ça, je vais vous en toucher un mot. Voilà. Alors, ce qu'a dit Olivier, c'est important parce que le statut tel qu'il est fait répond en fait à une philosophie du volontariat qui est de, comme le disait Daniel en introduction, d'assurer une mission de développement de qualité, que ce soit du point de vue du volontaire qui part ou qui est accueilli, ou du partenaire, qu'il soit en France ou à l'international, qui accueille le volontaire. Les associations agréées ont donc, j'allais dire, cette obligation, mais en fait ce désir et ce souci d'être qualitatif tout au long du volontariat. Donc ça se traduit par une attention particulière dès avant la mission, s'agissant de la sélection et du recrutement des volontaires, qui peut se faire de différentes manières selon les pratiques associatives, bien sûr, mais globalement, les associations agréées partagent le souci de recruter des volontaires qui soient des professionnels dans leur métier pour qu'ils soient le plus utiles possible dans les projets de développement et pour le compte des partenaires locaux. Voilà, donc ça veut dire que les associations agréées reçoivent une subvention qui est un petit cofinancement, mais qui est voilà, qui compte pour qu'on puisse développer une formation à la préparation au départ qui soit la plus qualitative possible. En tout cas, c'est le souhait de tous les membres du CLONG. Et Daniel l'a dit, et je le dis parce que c'est ouvert à tous. On produit parfois quelques documents, y compris pour la préparation au départ, que vous pouvez solliciter auprès de Rachel, notre coordinatrice. Voilà, donc une attention particulière avant la mission. Pendant la mission aussi, on est tenu d'avoir une attention particulière au suivi des volontaires et des partenaires. Alors, ça veut dire qu'on déploie différents moyens pour faire de l'accompagnement des volontaires eux-mêmes. Donc, ça peut être bien sûr de l'accompagnement administratif par rapport au statut,
ça peut être de l'accompagnement social, psychologique, ça peut être de l'accompagnement professionnel. Là aussi, les associations agréées mettent en œuvre des pratiques à leur discrétion, tant qu'elles répondent au dispositif de l'agrément. Donc les pratiques sont variées, mais généralement, les membres du CLONG déploient tout de même des moyens suffisants pour que les volontaires exercent leur mission dans de meilleures conditions possibles. Voilà. Et puis on est aussi tenu d'avoir une gestion des urgences, que ce soit des rapatriements sanitaires, sécuritaires, ou sans aller jusqu'au rapatriement, la gestion à distance et sur place de ce type d'événement que vous connaissez tous. Et donc sachez-le, une association agréée VSI est généralement rompue à cet exercice, outillée et est en lien avec des prestataires. Et j'ajoute que la plupart des membres du CLON ont mutualisé ce type de risque et de couverture et de prestataires, et donc on travaille beaucoup ensemble. Voilà. Ensuite, il y a aussi la prémission qui n'est pas à négliger. Durant toute la mission, il y a dans la plupart des associations des pratiques de rapport intermédiaire qui sont travaillées avec le volontaire, avec le partenaire pour qui on travaille, ou dans le cadre du projet où le volontaire est inséré. Et puis, il y a des problématiques de retour, de réinsertion professionnelle, d'aide au retour à l'emploi, de relecture, de bilan de la mission pour que le retour soit le plus confortable possible. Parce que lorsqu'on a passé 1 an, 2 ans, voire plus d'expatriation solidaire, bien évidemment, le retour est un vrai sujet. Voilà, donc les aides de l'État, avant, pendant et après, correspondent à ces obligations que l'on a, mais à ce désir que l'on a d'avoir un accompagnement très qualitatif. Un petit mot sur l'intermédiation, parce qu'en fait, vous êtes toutes et tous la représentant d'organisations avec des projets de développement, pour dire que beaucoup d'entre nous travaillons aussi donc, pour le compte de projets ou d'associations qui désirent avoir des volontaires de solidarité internationale, mais qui ne sont pas agréés. Ça rentre tout à fait dans nos pratiques, dans nos fonctions, que ce soit là, pour prendre l'exemple d'Olivier et moi, on est en charge de 2 organisations qui le font. Donc on peut porter pour votre compte des VSI qui s'intègrent dans vos projets et qui travaillent pour vos partenaires. Il est difficile de résumer un standard de coopération parce qu'en fait, on s'adapte aussi aux besoins des différentes organisations pour, avec vous, prendre en charge tout ou partie du recrutement, de la formation, de l'accompagnement et de l'aide au retour. En tout cas, en tant qu'association agréée, on porte cette obligation et du coup, on est co-responsable avec vous de ces sujets. Il faut le voir comme un vrai partenariat et comme un apport qu'on peut avoir vis-à-vis de vos organisations. Voilà, puis un dernier mot pour dire, c'est le petit pavé écosystème, qu'on a une culture dans le volontariat qui est très partagée de travailler en réseau. Donc les organisations de volontariat travaillent entre elles, c'est bien l'objet du CLON de volontariat. Et on travaille beaucoup avec France Volontaire qui est, comme l'a rappelé Daniel et Olivier, l'opérateur qui fédère l'ensemble des volontariats et des acteurs du volontariat. Et on travaille de très près avec le ministère aussi, qu'il s'agisse d'interlocuteurs pour les affaires courantes ou avec le centre de crise quand nécessaire. Voilà, donc retenez de cette diapo qu'on a une culture qui se veut être qualitative et vraiment très partenariale, que ce soit avec vous ou avec les partenaires de projets dans les pays où on intervient. Merci beaucoup, Guillaume. Je vais maintenant céder la parole à Francesco, pour faire un petit peu plus sur le VSI de réciprocité. Bonjour à tous, Francesco Marcellis, moi je travaille à la direction de Fidesco. Ça fait 45 ans qu'on envoie notamment des volontaires à travers le monde entier pour des missions longues. Voilà, de plusieurs années, on fait aussi du soutien à projet et du plaidoyer depuis peu. Alors moi, on m'a demandé de vous parler du VSI de réciprocité. Alors le VSI de réciprocité, c'est tout simplement une forme du VSI un peu particulière parce qu'elle permet à des étrangers de devenir volontaires sous le cadre du statut du VSI en France. Alors cette réciprocité, ce volontariat de réciprocité, on l'a connu pendant longtemps avec le service civique. On l'a dit tout à l'heure, c'est une mission qui est un peu différente. Le service civique, ce n'est pas les mêmes enjeux. On est sur une politique de jeunesse, alors que sur le VSI, on se situe plutôt sur une politique de coopération. Le VSI qui s'est ouvert à la réciprocité, lui, permet de toucher des publics plus variés,
qui relève plutôt de l'ordre du volontariat de compétences, alors que le service civique, c'était plutôt du volontariat en quelque sorte d'engagement, de mixité sociale, et sur des missions spécifiques dans le développement et l'humanitaire. Donc, on va toucher à des gens qui sont assez experts dans ce qu'ils font et qu'on permet de faire venir en France sous le statut de VSI. Le cadre légal de ce VSI de réciprocité, on l'a dit tout à l'heure, c'est la fameuse loi de 2021 de programmation sur la solidarité internationale, qui s'est complété avec le décret de 2022, ce décret qui est aussi le fruit d'un long travail de plaidoyer de la part des acteurs de la société civile, dont nous faisons partie. Et puis, je crois que c'est Olivier tout à l'heure qui l'a mentionné, il y a aussi eu un arrêté fin 2022 qui est venu apporter toutes les précisions nécessaires sur les modalités, sur les indemnités, sur les montants d'aide reçus par les organismes de VSI, etc., etc. Donc, il y a un cadre légal aujourd'hui qui aboutit, qui est le fruit d'une concertation et qui nous permet d'avoir un VSI de réciprocité assumé et clair. Alors, les objectifs principaux du VSI de réciprocité, c'est évidemment de renforcer les échanges interculturels entre la France et les pays partenaires, mais aussi entre les citoyens, entre les personnes même de ces pays-là. Voilà, la dimension personnelle est très importante. Il s'agit aussi de favoriser le partage de compétences et de coopération bilatérale. On est très heureux de voir que ce VSI de réciprocité tel qu'il existe aujourd'hui est une reconnaissance, en quelque sorte, que la mission de volontariat, elle est universelle, elle est multidirectionnelle. C'est une reconnaissance aussi que les besoins et les compétences, c'est présent dans le monde entier, voilà, peu importe les continents. Alors certes, cette coopération au développement, elle se passe au niveau des États. C'est une dimension assumée de ce VSI de réciprocité, mais ça se passe aussi, comme je le disais, au niveau des personnes qui portent cet échange de compétences, qui portent cet échange de culture, d'interculturalité, qui sont les ambassadeurs de ces échanges-là. Donc, il y a cette coopération au niveau des États, au niveau des institutions, au niveau des personnes. Et puis, un objectif aussi du VSI de réciprocité, c'est de promouvoir la solidarité internationale par le biais de cet accueil réciproque. Voilà, la réciprocité telle qu'elle est pratiquée dans le VSI, elle est venue bousculer les lignes, bousculer les habitudes qu'on avait depuis plusieurs décennies dans nos pratiques du développement et de la solidarité internationale. C'est des dynamiques nouvelles. Les organisations et les pays qui avaient l'habitude d'envoyer des générations de coopérants sur le terrain, etc., elles se retrouvent aujourd'hui dans une position d'organisations et de pays qui sont appuyés, qui sont soutenus, qui bénéficient de ressources extérieures. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis l'inverse aussi, les pays qui ont reçu des générations d'experts techniques venus de France, etc., aujourd'hui assument cette position d'experts, assument cette technicité, cette vision de la solidarité internationale, et en quelque sorte viennent pratiquer de nouveaux partenariats avec les pays, la France en particulier, la France qui avait l'habitude de les appuyer pendant des années. Donc il y a un vrai échange, une vraie réciprocité aussi de la relation partenariale. Très concrètement, le VSI de réciprocité, ça se calque de manière assez similaire sur les conditions du VSI classique, des missions de 12 mois minimum qui sont prolongeables, qui sont renouvelables. Il y a un contrat VSI qui est signé, qui lie toutes les parties. Il y a une couverture sociale qui est prise en charge pour le volontaire de réciprocité. Il y a une indemnité. Alors, la différence, c'est que l'indemnité pour le VSI de réciprocité, évidemment, on est obligé de s'aligner sur le coût de la vie en France. Donc, on a des indemnités qui sont supérieures. Elles sont entre 800 et 1 600 euros pour le volontaire de réciprocité qui vient en France. Les assurances sont prises en charge. Il y a une indemnité aussi de réinstallation à la fin du volontariat. Et puis, c'est une spécificité, il y a des frais d'installation. Il y a une prime d'installation pour le volontaire à son arrivée en France, qui est de l'ordre de 2 000 euros. Sur la slide suivante, on peut faire un focus très rapide sur la responsabilité des associations d'accueil. Donc, ces associations d'accueil, déjà, en premier lieu, elles bénéficient de contributions financières de l'État pour les frais de formation, pour les frais de gestion. Elles bénéficient aussi de contributions à l'indemnité mensuelle pour le volontaire. Donc, voilà, il y a un cadre légal qui vient renforcer l'association d'accueil. Et en échange, cette association, elle s'engage à fournir un certain nombre d'éléments, notamment l'hébergement.
voilà, qui est fournie en plus de l'indemnité dont on parlait tout à l'heure. Elle s'engage aussi à mettre en œuvre toutes les démarches légales, aussi à mettre en œuvre, comme le rappelait Guillaume, tout l'aspect formation. Donc évidemment, un gros aspect de formation interculturelle, mais pas seulement. Pour un étranger qui arrive pour la première fois en France, il y a aussi des aspects de gestion de budget. Enfin, il y a des tas de choses qui sont prises en compte dans ces formations-là. Et puis, il y a aussi un aspect de collaboration avec les associations d'envoi. Voilà, pour poursuivre le projet, pour aller dans la continuité du projet qui a été soutenu, et aussi pour poursuivre le projet du volontaire lui-même. On a des volontaires qui, à l'issue de leur volontariat, rentrent dans leur pays pour exploiter l'expérience qu'ils ont réalisée en France, d'autres qui poursuivent en France dans d'autres domaines. Il y a cette idée de parcours d'engagement aussi, dans lequel sont engagés les organismes d'accueil et les organismes d'envoi. Et la question du parcours d'engagement, du retour pour un volontaire de réciprocité, c'est majeur. Alors, l'impact qui est attendu pour ce volontariat de réciprocité, déjà, c'est de développer des projets en France où on peut recevoir de manière fluide, assumée, l'expertise de volontaires internationaux. Alors, tous nos partenaires, peut-être que parmi vous, vous n'êtes pas tous appelés à aller vers ce VSI de réciprocité, mais ceux qui le sont nous font des retours qui sont assez remarquables. Ils nous disent que les volontaires en réciprocité apportent une dimension supplémentaire, une expertise particulière, des compétences humaines, un lien social, un lien communautaire, voilà, qui apporte une valeur ajoutée par rapport à un volontaire classique. Un autre impact attendu aussi, c'est le renforcement des partenariats internationaux. Voilà, dans vos organisations, certaines ont évidemment, enfin la plupart ont évidemment déjà un lien avec l'international. L'idée, c'est que par le volontariat de réciprocité, on peut épaissir, faire grossir cette dimension internationale, diversifier les partenariats avec les pays dans lesquels on est déjà, ouvrir le partenariat avec d'autres pays en accueillant ces volontaires de réciprocité. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi un aspect de promotion de la dimension culturelle, voilà, ce qui est très important, au-delà de la dimension très, très pratique d'un volontaire qu'on reçoit. Il y a cette dimension culturelle. Et puis, un autre impact aussi, c'est que les pays partenaires de la France dont sont originaires les volontaires de réciprocité, ça leur permet aussi d'intégrer d'une certaine manière le concept de volontariat. Certains pays sont déjà très sensibilisés, comme le Togo, qui aurait largement des leçons à nous donner, et puis d'autres s'ouvrent petit à petit à cette idée de volontariat grâce à l'expérience positive de leurs ressortissants qui sont venus en réciprocité en France. Donc il y a un vrai enrichissement mutuel. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vous encourage à creuser cette piste du volontariat de réciprocité. Voilà, c'est quelque chose qui est passionnant. Ça fait d'une pierre deux coups. D'une part, vous permettez à vos organisations d'accueillir un volontaire qui va assumer une tâche particulière, qui va apporter une expertise. Et puis d'autre part, vous avez la valeur ajoutée qui est la dimension culturelle, qui est assez exceptionnelle, qui est vraiment très enrichissante. Ça permet de recevoir des volontaires ou dans les équipes projets, ou au siège, au service siège, voilà, de manière plus transversale. Et puis, ça permet aussi, si vous avez des antennes, par exemple, à l'étranger, de faciliter la participation de vos équipes à l'étranger en France. Voilà, c'est un canal qui est assez privilégié pour ça. Ça a déjà été dit, mais je le répète, le CLONG se positionne à la fois comme un expert, comme un pionnier aussi du VSI de réciprocité, et se positionne comme un facilitateur, comme un intermédiaire, comme un porteur pour vous accompagner dans vos projets de volontariat en réciprocité. On a un noyau dur qu'on partage tous au CLONG sur la réciprocité. Par contre, on a une variété d'organisations, une variété de charisme, de talents, d'histoire, d'expertise, qui fait que, quels que soient vos besoins, en quelque sorte, je pense qu'il y a des réponses que vous pourrez trouver à cette question du volontariat de réciprocité. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Francesco. Je vais maintenant appeler donc un premier binôme qui va illustrer de manière concrète comment on peut fonctionner une collaboration entre deux organisations. Donc, je vais appeler Jeanne-Louis, responsable des ressources humaines chez Initiative et Développement, et Shabina Garat, responsable du pôle volontariat en charge des VSI à l'IFE d'Aquitaine. Bonjour, je ne vois pas Shabina, je ne sais pas si elle est là. Je suis bien là.
D'accord. Bonjour Shabina. Donc je me présente, tu te présenteras ensuite, Shabina. Donc Ouais. Jeanne Rouit, je suis responsable des ressources humaines à Initiative Développement, donc ONG de développement dont le siège est basé à Poitiers, qui existe depuis 30 ans et qui travaille donc avec des volontaires depuis presque 30 ans, je pense à peu près 25 ans. Euh, Peut-être Shabina, je te laisse te présenter avant de commencer le déroulé sur nos motivations pour recourir aux volontaires. Oui, merci Jeanne. Donc moi, c'est Shabina Garat, je suis responsable du pôle volontariat à l'IFED. L'IFED, on est basé tout près de Bordeaux et on est agréé pour l'envoi de VSI, donc au même titre que Fidesco, la DCC, le SCD. Nous, on dispose de l'agrément VSI depuis 2011 et on travaille avec Initiative Développement depuis 2019 pour porter, comme on dit dans notre jargon, leurs volontaires qu'ils mobilisent sur leurs actions de solidarité internationale. Donc, peut-être la première question qui est, nous, en tant qu'ONG, quelles sont nos motivations pour recourir à du volontariat? Donc, comme je vous le disais, on y a recours depuis à peu près 25 ans. On a en moyenne 5 à 10 volontaires, à peu près en moyenne, chaque année depuis en mission, donc sur nos 27, 28 projets de développement, donc sur des missions de 1 à 2 ans. On a eu travaillé donc par le passé avec la DCC et puis longuement ensuite une quinzaine d'années avec le SCD pour ensuite pour des raisons plus stratégiques et d'ancrage territorial en Nouvelle-Aquitaine, travailler donc avec l'IFED pour le portage de nos volontaires. À idée, on a une approche du volontariat par mission, c'est-à-dire qu'on a des missions, salariées qui peuvent être des salariés expatriés, des salariés nationaux. On a sur 150 salariés sur le terrain, on a 7-8 salariés expatriés, donc c'est aujourd'hui assez peu. Et puis donc des missions qui sont des missions volontaires. C'est donc deux champs différents. Donc une mission volontaire pour nous, ça peut pas être une mission notamment d'encadrement, de direction. On a deux types de missions volontaires en fait. Soit c'est des missions d'assistance technique avec transfert de compétences. Donc on va être sur des champs plus techniques où le volontaire ou la volontaire part donc pour transmettre à un salarié ou une équipe une compétence, que ce soit en eau et assainissement, sur des questions énergétiques ou en développement local. Et puis des missions d'assistance plus transversales. Donc là, ça va être en appui à un directeur, une directrice pays ou un ou une responsable de programme, avec aussi un volet toujours transfert de compétences. Donc c'est notre vision du volontariat, c'est qu'on a une approche, c'est des missions qui sont différentes. Alors comment ça s'est mis en place, comment ça se met en place et pourquoi le portage par l'IFED. Très concrètement, on a signé une convention de partenariat comme on l'avait fait avec le SCD, donc avec l'IFED qui précise les droits et les obligations de chaque partie et notamment les prises en charge financières pour le portage, la mission de recrutement, puis le portage des volontaires et leur accompagnement. Donc on a recours à ce portage. Au départ, c'était peut-être, je dirais, parce qu'on n'avait pas d'agrément et pas assez, je dirais, de volume de missions volontaires pour justifier qu'on demande un agrément en propre, avec l'obligation que ça comporte notamment de formation au départ, d'accompagnement au retour. Donc concrètement, on n'avait pas les épaules et les compétences pour faire ce travail. Et rétrospectivement, je trouve que c'est une vraie plus-value pour Initiative Développement de travailler
travailler en partenariat avec des associations dont c'est vraiment le métier, que ce soit l'IFED et auparavant le SCD. Par ailleurs, comme je vous disais, pour nous, il y avait aussi un aspect, un intérêt stratégique à travailler aussi avec l'IFED en tant qu'association, organisme de formation en Nouvelle-Aquitaine. Peut-être, Sabina, je te laisse la parole pour la suite de comment ça se passe entre nous pour, je dirais, le dérouler, peut-être pas au quotidien, mais au cours de l'année sur l'émission. Oui, bien sûr. Donc, comme l'a dit Jeanne, notre collaboration IDE-IFED, elle est formalisée par une convention. Et ensuite, dans la pratique de cette intermédiation, puisque on revient sur l'intermédiation, dont parlait Guillaume tout à l'heure. Dans la pratique, alors comment ça se met en place? En fait, IFED et IDE travaillent vraiment de concert sur toutes les étapes du déploiement d'un volontaire de solidarité internationale. Par exemple, IFED est présent pour la construction de la mission. C'est une co-construction de mission entre IDE et IFED. IFED s'assure en fait que la mission est bien dimensionnée, qu'elle respecte le cadre et les principes d'un volontariat de solidarité internationale. Donc, il y a ce rôle aussi de la part de l'IFED d'accompagner le partenaire dans la construction de la mission. On travaille ensemble là-dessus. Ensuite, par exemple, pour le recrutement, qui est l'étape suivante, l'IFED est en coordination du recrutement. Là aussi, on a bien défini dans nos process qui fait quoi. Donc, nous, on va coordonner le recrutement dans le sens où on va diffuser l'offre sur Coordination Sud en priorité, bien sûr. On va ensuite recevoir les candidatures, on va opérer une présélection et on va envoyer notre présélection à Initiative Développement qui nous envoie ensuite la shortlist des candidats à recevoir un entretien. Donc, tout ça est mis en place vraiment de manière assez claire, le qui fait quoi. Pour les entretiens, IDE et IFED sont ensemble. On définit qui va participer aux entretiens des deux côtés. Et le lien entre le candidat et le recrutement est fait par l'IFED. C'est moi qui suis en lien direct avec les candidats pendant tout ce processus-là. Ensuite vient la phase obligatoire de la préparation au départ. Donc, la préparation au départ, c'est statutaire, c'est obligatoire dans le cadre d'un volontariat de solidarité internationale. Il y a une partie qui est faite avec le volontaire sélectionné à l'IFED. Et ensuite, la seconde partie, là aussi, on tient à ce qu'il y ait un ordre qui soit bien respecté. Le volontaire commence par venir à l'IFED pour 3 jours de préparation au départ, puis ensuite va au siège de l'Initiative Développement à Poitiers pour rencontrer les interlocuteurs du siège et pour s'approprier de manière plus précise la mission à venir. Sur l'accompagnement pendant la mission, là aussi, c'est un travail collaboratif entre IDE et IFED. Nous, IFED, on a défini les différentes étapes de l'accompagnement pendant la mission. On a défini à quel moment on fait remonter des informations à Initiative Développement. Donc, c'est vraiment un travail de coordination. Et pour l'accompagnement au retour, pareil, les rôles sont bien définis. Le volontaire peut, par exemple, passer au siège de IDE pour un bilan retour et ensuite, il viendra à l'IFED en complément où on aborde parfois, nous, IFED, d'autres aspects de la mission qui sont professionnels, certes, mais on sort aussi du professionnel et c'est ça le complément que peut apporter l'IFED et les structures agréées. C'est qu'on va s'attacher, certes, à la partie professionnalisante de la mission, mais pas que. On s'assure du bien-être du volontaire et on évoque tous les sujets, en fait, propres à une expatriation. Et ce qui est très important au début, parce que ça peut ne pas être intuitif pour les candidats et pour les volontaires recrutés, c'est qu'on définit bien qui fait quoi et le volontaire, sur quel sujet il sollicite IDE et sur quel sujet il sollicite IFED. Ça, c'est très important qu'on soit très au clair là-dessus dès le début. Quand on pose les bases, en fait, du VSI, on définit bien les rôles de chacun. Donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête. La structure agréée, toutes les structures agréées ont ce rôle-là d'accompagner le partenaire et d'accompagner le volontaire. On est vraiment sur ces deux axes-là. Et on mutualise ensuite process et ressources pour apporter de la clarté tout au long de la collaboration pour nos volontaires. Donc, il ne faudra pas hésiter à poser des questions pour avoir des éléments encore plus concrets si c'est nécessaire dans la partie consacrée aux questions ultérieurement.
peut-être sur la suite, sur un des points forts et faibles du dispositif. Alors, du point de vue idée, pour moi, je dirais indéniablement d'un point de vue RH, le point fort, hein, c'est vraiment cette partie formation, accompagnement de A jusqu'à Z du volontaire, prise en charge. Enfin, il y a quand même un côté très sécurisant, je pense, pour les volontaires dès la formation et jusqu'à leur retour, d'avoir ce troisième acteur qui est l'IFED, avec aussi la possibilité de pouvoir échanger sur des aspects plus personnels où ils ne seront pas forcément à l'aise de le faire avec Initiative Développement ou la personne qui les suit dans la mission. Donc ça fait un canal de communication qui est vraiment, je pense, précieux et qui fait que les missions sont pour la plupart enrichissantes et réussies pour les volontaires. La formation au départ, et c'était pareil aussi du temps du SCD, est très qualitative et je pense qu'elle apporte beaucoup aux volontaires, même à ceux qui ont déjà fait des missions, hein. Parfois, on a certains volontaires qui ont déjà une petite expérience d'expatriation, mais qui s'enrichissent quand même pendant cette mission parce qu'il y a la souplesse nécessaire aussi pour donner une place un petit peu différente au volontaire en fonction de son expérience et l'amener finalement à se poser des questions qu'il n'a pas forcément eues auparavant. Donc, elle est vraiment intéressante. C'est vraiment un temps de réflexion très important. C'est aussi, comme je disais, un partenariat qui est à la fois où les règles sont claires, mais avec une capacité d'adaptation qui est aussi très importante, notamment nous on travaille beaucoup, on a des volontaires qui peuvent être aussi en appui, j'ai oublié de le mentionner, dans les types de missions à des partenaires ou qui travaillent en lien très étroit avec des partenaires. Donc parfois ils sont même intégrés aussi dans le processus de recrutement pour qu'il y ait un échange avant d'aller sur le terrain, même si ils vont pas se prononcer, mais qu'il y ait un petit échange. Donc cette capacité d'adaptation, elle est aussi essentiel. Autre point fort pour moi du dispositif, c'est la possibilité de rencontrer d'autres VSI aussi une fois sur place. C'est important de faire partie d'une communauté qui peuvent être sur d'autres, bien sûr sur d'autres projets avec d'autres associations, mais ça permet aux volontaires de se faire aussi un réseau professionnel et d'aller voir autre chose. Sur les points plus faible du dispositif, à vrai dire, j'en ai pas énormément, je suis assez convaincue. Ça peut être la question des dates de formation, parce alors avec l'IFED, il y a vraiment c'est pratiquement du sur-mesure, mais quand on est avec des associations qui envoient plus de volontaires, ils ont des dates définies en amont, c'est des formations sur 5 jours, ils peuvent pas évidemment faire du sur-mesure. Donc c'est vrai que en termes de date d'envoi, ça peut être juste avant le départ ou très en amont. Enfin, il y a cette question de date de formation. Bon, après, je pense pas qu'il y ait vraiment de solution. On peut pas tout à la fois faire des formations qualitatives et faire du sur-mesure. Ça paraît un petit peu compliqué. C'est vrai qu'on a aussi, de plus en plus aussi des candidatures de VSI qui sont qui sont pas en France et donc on peut difficilement faire venir en France pour des raisons aussi de visa, etc., pour leur préparation au départ. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas toujours des choses qui sont prévues sur place pour qu'ils bénéficient de la même formation au départ. Puis peut-être troisième point faible, pour moi, c'est la question des niveaux d'indemnité des volontaires. Je trouve que ça mériterait un petit peu une mutualisation, puisque ils sont pas censés être salariés, mais indemnisés. Donc, c'est une indemnité qui est en lien avec le niveau de vie. Et c'est vrai que il y a peu de mutualisation sur ces questions-là, et c'est un peu dommage que les volontaires qui se retrouvent dans un même pays se retrouvent, je dirais, à comparer leur niveau d'indemnité et puis qu'il y ait de la concurrence entre associations à ce niveau-là.
C'est Merci moi à peu beaucoup. près les seuls éléments. Merci beaucoup, Jeanne. Peut-être que la dernière question sur les apports, on aura le temps de l'aborder durant la partie questions-réponses parce qu'on a pris un petit peu de retard. Donc, merci beaucoup, Shabina et Jeanne. Je vais céder la parole maintenant à la deuxième partie témoignage consacrée au VSI de réciprocité. Donc, je vais céder la parole à Catherine, Isabelle et Stéphanie. Si vous pouvez rapidement vous présenter, puis ensuite je mettrai votre slide pour rentrer dans le vif du sujet. Stéphanie, peut-être. Bonjour à toutes et tous, merci de votre accueil. Je représente le CCFD Terre Solidaire avec Isabelle Robert. Je suis responsable de service sur le Grand Ouest et Isabelle est chargée de développement associatif à Nantes. Je la laisserai se présenter. Un mot sur le CCFD Terre Solidaire, ONG de solidarité internationale, avec 3 missions prioritaires. La première qui est le partenariat international. Notre particularité, c'est que nous n'envoyons jamais de volontaires à l'étranger, puisque ce sont des soutiens à des associations partenaires qui travaillent à leur propre développement. Des missions en France de sensibilisation, de mobilisation citoyenne, portées par des réseaux de bénévoles dans chaque région de France. Et un dernier volet qui concerne du plaidoyer. Voilà, je laisse la parole à Isabelle. Bonjour, et ben voilà, Catherine m'a déjà présenté. Oui, Isabelle pardon. Robert, chargée de développement associatif et basée à Nantes, et je suis en charge de la région des Pays de la Loire en appui aux bénévoles notamment. Et donc, je prends la parole, Stéphanie Feugère, donc je suis en charge du programme de volontariat international de réciprocité de la DCC. Je ne représente pas la DCC, puisque Guillaume l'a très bien fait tout à l'heure. On travaille donc avec le CCFD sur l'accueil de volontaires de réciprocité. Je laisse Isabelle en dire un peu plus pour l'instant. Alors, c'est Catherine qui va lancer la présentation. Ouais. Alors, pourquoi avoir cette portée volontaire pour recevoir un VSI de réciprocité? On s'est appuyé sur une expérience qui a eu lieu en Aquitaine et qui a eu lieu aussi en Bourgogne-Franche-Comté, qui concernait des projets de mobilisation citoyenne sur lesquels les régions ont invité des volontaires internationaux à participer à l'élaboration de ces projets. C'est notre première motivation, une prolongation d'expérience, parce que accueillir un volontaire au sein de nos équipes est une manière d'enrichir très concrètement et de concrétiser notre vision partenariale. C'est-à-dire que la plupart du temps, on soutient des associations partenaires à l'étranger. On ne voit pas directement, nous, Français, ce qui s'y passe, et on ne sait pas comment ils travaillent. Et on a besoin aussi de connaître leur manière de travailler, d'incarner cette relation partenariale entre le ici et là-bas, et où on échange nos compétences. Et c'est un moyen aussi pour les équipes bénévoles et salariés d'acquérir de nouvelles compétences, une autre manière de voir la mobilisation citoyenne ou la sensibilisation qu'on peut faire ici en France d'un point de vue d'un volontaire. On a aussi on s'est appuyé sur cette expérience à Grenoble. J'ai dit Bourgogne-Franche-Comté, c'était une erreur, c'était en Aquitaine. On s'est appuyé aussi sur cette expérience puisque avec le service des ressources humaines, on a eu et on a toujours un appui qui nous permet d'avoir élaborer une fiche d'appel à candidature qui soit structurée par rapport aux besoins qu'on avait sur Nantes. Je laisserai Isabelle expliciter comment à Nantes la mission du volontaire s'est faite, mais
je vais laisser à partir de là la parole à j'ai un trou, à ma collègue de la DCC, pardon, pour voir un petit peu le process. Mais nous, on a fait tout un travail à partir de nos besoins, des compétences des bénévoles, de ce que l'on savait de l'enrichissement du VSI de réciprocité, pour créer une fiche mission qu'on a présentée à la DCC. Et je te laisse prendre Stéphanie, pardon, Merci Catherine. la suite. Merci. Donc, effectivement, comme l'a dit Catherine, la mission à Nantes s'appuie sur l'expérience qu'on a eue précédemment avec le CCFD, avec qui la DCC est en lien depuis très longtemps, aussi sur l'envoi alors, pas l'envoi, mais on est en lien depuis très longtemps, en tout cas, DCC, CCFD. Et donc, sur Nantes, est arrivée en septembre dernier Nadia, qui vient donc du Tchad. Isabelle expliquera un peu plus quelle est sa mission et comment on a procédé avec le CCFD et comment on procède généralement avec nos partenaires qui accueillent des volontaires donc en France. Comme l'a dit Guillaume, on a à peu près 70 volontaires de réciprocité actuellement sur le terrain et la majorité d'entre eux sont chez nos partenaires. La première chose qu'on fait, c'est effectivement définir la mission ensemble. Là, on parle du VSI, on a quelques services civiques, mais l'idée est bien de pouvoir travailler avec nos partenaires sur qu'est-ce qui fait la spécificité du VSI et du coup, comment cette mission va s'intégrer au sein des équipes, au sein du projet de nos partenaires. En laissant toutefois l'opportunité d'un peu de souplesse, comme l'a dit Olivier, je crois, tout à l'heure, le VSI ne dépend pas du cadre du travail et demande déjà à la base un peu de souplesse. Mais dans le cas de la réciprocité, je pense que c'est d'autant plus vrai que on pourra reparler du recrutement, j'en reparlerai un tout petit peu après, mais le recrutement étant à distance, on n'a jamais non plus l'assurance d'avoir le mouton à 5 pattes qu'on pourrait et que nos partenaires pourraient chercher. Donc il faut, quoi qu'il en soit, garder un peu de souplesse dans la définition de la mission pour pouvoir à la fois répondre aux besoins de nos partenaires, puisque c'est la priorité, mais également en fonction des compétences du volontaire qui sera recruté, pouvoir trouver la meilleure adéquation et que tout se passe bien dans le concret de la mission. En parlant de recrutement, donc nous, c'est notre pratique à la DCC, peut-être que d'autres structures font différemment, mais donc on travaille beaucoup avec France Volontaire, notamment dans les pays avec lesquels on décide de travailler. Soit France Volontaire, soit quand France Volontaire n'est pas présent sur place. On travaille aussi avec nos partenaires locaux, puisqu'on est aussi dans les structures d'envoi, donc on a un certain nombre de partenaires locaux pour diffuser l'offre de mission, une offre qui est assez large. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire il y a une mission au CCFD avec telle ou telle compétence ou une mission à tel endroit avec telle ou telle compétence attendue, mais on va diffuser une offre assez large, néanmoins en citant les compétences qui sont attendues sur nos différentes missions. Et donc, c'est la DCC qui reçoit, en lien avec France Volontaire, qui reçoit les premiers, la présélection, qui fait une présélection des candidatures avec tout un système d'entonnoir, on va dire, puisqu'on reçoit des CV. Ensuite, on a un dossier de candidature qu'on envoie à ceux qui, sur le CV, semblent pouvoir correspondre au projet de volontariat de la DCC et au projet de nos partenaires. Et puis, on propose des entretiens. On a donc à l'issue de notre processus de sélection un certain nombre de candidats pour lesquels la DCC va faire la meilleure adéquation possible entre les attentes de nos partenaires, attentes professionnelles, mais aussi attentes en termes
enfin, c'est divers et varié. Il y a plusieurs champs qui rentrent dans le cadre du profil défini avec nos partenaires. On essaie de faire la meilleure adéquation avec les profils donc, qui ont eu un entretien satisfaisant. Et on va donc proposer un ou une candidate à nos partenaires. Donc on a proposé au CCFD à Nantes, on a proposé le profil de Nadia qui nous a semblé parmi tous nos partenaires, tous nos candidats, celle ayant le profil le plus adéquat. À l'issue de cette proposition, nos partenaires et les candidats à qui on fait la proposition donc, sont invités à avoir un échange. Donc évidemment, en réciprocité, et ce qui complique un peu les choses, mais c'est que le recrutement donc, se fait à distance. Donc il y a toujours un petit biais d'interculturel et d'écran interposé qui ne nous permet pas une connaissance à 100% du candidat, mais néanmoins, jusqu'à présent, a plutôt bien fonctionné. Donc, en tout cas, nos partenaires ont le dernier mot suite à l'échange qu'ils vont avoir avec le candidat. Cet échange, il va viser à donner plus d'infos au candidat sur la mission, mais il va aussi permettre à nos partenaires de faire connaissance avec le candidat ou la candidate qu'on leur propose et de voir si, en réponse à leurs besoins, l'adéquation a été correctement établie par la DCC. Donc c'est bien nos partenaires qui ont le dernier mot sur la candidature. Il nous est arrivé d'avoir des partenaires qui refusent le candidat ou la candidate qu'on lui propose, soit parce qu'il y a des loups qui sortent et qui ne sont pas sortis avant, soit parce qu'il y a un problème d'adéquation qu'on n'avait pas forcément vu. Ça, c'était pour le recrutement. Et donc, une fois que le partenaire et le volontaire ont confirmé la bonne adéquation entre les deux, la DCC va accompagner le volontaire sur toute la question administrative, visa, en lien toujours avec France Volontaire ou nos partenaires sur place pour pouvoir avoir les visas dans les temps, pour que les volontaires puissent avoir les documents et qu'on ait en amont des documents qui vont être aussi nécessaires pour les démarches administratives en France. On demande à France Volontaire ou à nos partenaires d'assurer une petite formation avant le départ. Cette formation, en général, elle est de 1 ou 2 jours, donc l'essentiel des questions est abordé pour ce qui doit être avant le départ. Néanmoins, la DCC accueille les volontaires à leur arrivée à l'aéroport et organise une formation d'1 semaine à leur arrivée. Donc, on accueille tous nos volontaires au même moment pour aussi créer de la dynamique et pour pouvoir leur donner les outils nécessaires pour démarrer leur mission. Il y avait quelques thématiques qui ont été abordées tout à l'heure par Francesco ou Olivier, par Francesco, je pense. Et donc, cette formation, elle est vraiment essentielle aussi pour nous parce que, comme je disais, le recrutement étant à distance, ça permet aussi aux candidats aux volontaires qui arrivent de mieux nous connaître et de mieux se connaître mutuellement. Et au cours de leur mission, on va aussi avoir plusieurs autres temps de formation, de relecture de l'expérience, de préparation au retour. Également une formation pour nos partenaires, pour avoir l'essentiel des informations, pour bien accueillir les volontaires. Et on a également un système d'accompagnement. Comme le disait Guillaume tout à l'heure, on citait l'accompagnement social, psychologique, professionnel qui est aussi à disposition de nos volontaires de réciprocité. L'accompagnement dans le quotidien se fait plutôt par la structure d'accueil, puisque c'est la structure d'accueil qui gère la mission, mais il y a un accompagnement de la DCC avec notamment des bénévoles de proximité qui ont ce souci de la bonne intégration et du bon déroulement de la mission par le partenaire et par le volontaire.
Et puis le siège de la DCC est en soutien des partenaires sur ces questions d'accompagnement. J'en arrête là. Ouais, voilà. J'en arrête là, je laisse les forces et faiblesses. Je vais peut-être, pareil, proposer de voir cette dernière partie dans le temps d'échange questions-réponses qui était prévu parce qu'on a vraiment pris beaucoup de retard. Donc peut-être aussi voir cette partie, les forces, faiblesses et des apports avec les participants dans la partie questions-réponses à laquelle donc on va passer dès à présent. Je rappelle que le PowerPoint sera envoyé à la fin de la visio et que n'hésitez pas aussi à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup pour vos témoignages. Et donc, voilà, si vous avez des questions, je vous propose de lever la main et donc je distribuerai les prises de parole. Juste, est-ce que tu peux mettre la dernière partie de la slide pour que les personnes voient ce qu'on avait noté en conclusion et en premières impressions? Bon, pour rappel, il sera également envoyé à l'issue du webinaire, hein, donc il n'y a pas de... Ils pourront y accéder. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat si vous souhaitez. Il y a d'ailleurs une question sur le VSI de réciprocité. Donc, sur les différentes indemnités présentées, quelle est la prise en charge de l'État et celle de l'organisme d'accueil concernant le dispositif VSI de réciprocité? Au niveau des démarches administratives au départ, les ambassades facilitent-elles la délivrance de visas dans le cadre de ce dispositif? Et quel est votre retour d'expérience sur le lien fait avec les ambassades concernant ces démarches? Et enfin, savez-vous si les ambassades disposent des guichets de financement pour ce type de volontariat? Donc, c'est Tristan Bonnet qui a dû nous quitter, mais qui est intéressé par les réponses. Peut-être Stéphanie. Oui, ou Francesco. Francesco, peut-être sur les différentes indemnités présentées, sur la prise en charge par l'État et celle de l'organisme d'accueil, et peut-être Stéphanie sur au niveau des démarches au départ. Alors, l'arrêté que je mentionnais tout à l'heure, peut-être qu'il pourrait être partagé avec le compte-rendu de cette réunion, décrit le détail de toutes ces prises en charge. L'État, par exemple, contribue pour la gestion, pour la formation, pour l'appui au retour, pour l'assurance de responsabilité civile, le rapatriement, etc. Il y a une prime d'installation que je mentionnais qui est de 2 000 €. Il y a une prime de retour qui varie selon la période. Il peut aller jusqu'à 3 700 €, me semble-t-il. Il y a une contribution aussi à l'indemnité mensuelle. Tout à l'heure, je vous parlais d'une indemnité qui se situe entre 800 € et 1 600 €. La contribution de l'État à cette indemnité mensuelle est de 600 € par mois par volontaire. Voilà. On pourra vous envoyer le détail de tout ça. De manière aussi schématique, l'organisme d'accueil s'engage au-delà de cette indemnité à prendre en charge le logement, les contributions au régime général de sécurité sociale et les assurances. Je laisse compléter au besoin. Sur l'indemnité, Francesco a dit ce qu'il en était. Je vais compléter sur la question par rapport aux ambassades et à la facilitation que les ambassades ont avec notre retour d'expérience. Oui, en général, les ambassades facilitent la délivrance des visas pour les volontaires de réciprocité. Je pense que c'est d'autant plus simple s'il y a un espace volontariat qui a déjà des bons liens avec les ambassades. On n'est jamais à l'abri qu'un volontaire ait un refus de visa néanmoins, puisqu'on ne connaît pas toute la vie du volontaire précédant sa candidature à un volontariat de réciprocité. Et donc, il se peut qu'il y ait déjà eu des raisons pour lesquelles le visa soit refusé.
la plupart du temps, néanmoins, les ambassades sont plutôt facilitatrices. Et ça dépend, ceci dit, enfin, les visas sont délivrés, mais les ambassades ont un temps pour bien comprendre la différence entre le visa qui est délivré pour les services civiques et pour les VSI, qui n'est pas le même. Donc ça, c'est important de toujours bien mentionner quel est le visa, et ça n'empêche pas qu'il y ait des erreurs. Donc il faut avoir un œil très très vigilant. On a pour le VSI de réciprocité, on a le soutien plein et entier du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui nous aide aussi à, voilà, à faire le lien avec les ambassades si nécessaire. Ça dépend aussi des périodes. Enfin, il y a des périodes où les ambassades sont plus sollicitées que d'autres, et donc le délai de délivrance est plus ou moins long et stressant, on va dire, de temps en temps. Le petit souci que je relèverai, c'est que certains pays, certaines ambassades, la majorité d'ailleurs, externalisent son service de visa. Et dans certains pays, les volontaires ont parfois du mal à obtenir un rendez-vous, puisque les rendez-vous sont souvent cooptés par des agences. Et donc, quand le volontaire arrive tout seul pour prendre son rendez-vous sur la plateforme du prestataire de service, souvent, il n'y a pas de rendez-vous. Donc, c'est là où ça peut être le plus compliqué. Il y avait la question des guichets de financement. Honnêtement, je n'ai pas d'infos sur ce. On peut dire en un mot, et je laisserai des collègues compléter, il ne peut pas y avoir, à mon avis, de financement par une ambassade directe de ce volontariat. Ce serait un double financement, parce que le volontariat, il est déjà pris en charge par le programme 209, etc. En revanche, il y a des fonds parfois possibles en ambassade, que vous connaissez sans doute, dans le cadre de projets qui peuvent intégrer un volontaire. Voilà. Mais je ne crois pas qu'il y ait une possibilité de financement direct du volontaire, en plus de ce qui est perçu du statut, quoi. Merci beaucoup à tous les trois pour vos réponses. Je vois qu'il y a une main levée, donc Catherine Forcheteau. Je vous laisse la parole. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, ma question concernait les étudiants et éventuellement les jeunes, par exemple, je prends un exemple, je prends l'exemple du métier d'enseignant, les jeunes, notamment les jeunes qui démarrent dans leur carrière d'enseignant. Est-ce que le VSIR autorise un recrutement pour ces deux profils-là? Je peux apporter un élément de réponse. Pour les enseignants, le VSI peut porter des profils en soutien à l'enseignement. Et voilà, théoriquement, c'est plutôt ça qui est d'usage, plutôt que de dire on envoie un enseignant. Mais ça peut être un soutien à l'enseignement. D'accord. Et ça peut, voilà, enfin, la question c'est aussi, est-ce que ça, c'est très intéressant, hein, cette question de soutien à l'enseignement, est-ce que ça peut concerner à la fois soit des étudiants ou déjà comment on dit, des confirmés? Là aussi, ça dépend en fait du besoin qui est exprimé enfin, dans le cadre d'un projet ou par le partenaire. Le tout, c'est d'être clair. Donc, s'il y a une compétence, voilà, le VSI permet les deux. Le VSI, c'est plutôt du volontariat de compétences. Donc, la plupart des organisations du CLONG vont s'assurer que la personne, elle est à minima qualifiée et voire avec de l'expérience. Mais si dans le cadre d'un projet ou dans l'expression d'un partenaire, il s'agit plus d'avoir la présence de quelqu'un d'assez compétent pour animer une classe sans qu'il ait forcément une expérience, le VSI le permet aussi. D'accord. C'est pas enfermant. Simplement, on est plus du côté du volontariat de compétences quand même. Donc nous, on s'assure de s'assurer que les profils sont
correspondent fait. aux besoins, quoi, hein. Oui, 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 oui. Oui, oui, j'entends bien, j'entends bien. D'accord, ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Bon, la question du financement, elle reste quand même un petit peu pas trop claire pour moi. Je vais vous dire sincèrement. Je ne pense pas avoir tout capté. Qui prend en charge quoi dans la globalité du coût, quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas Je tout veux, bien ouais. saisi. Je vais, Tu veux, Olivier? Tu veux? Vas-y. comme tu veux, tu pourras compléter, mais c'est vrai que c'est pas forcément simple à comprendre parce que tout dépend aussi, bah, évidemment, du reste à charge en fait, qui peut dépendre là de chaque projet, chaque partenaire, chaque organisme. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que le volontariat est un dispositif subventionné par l'État, donc comme le disait Guillaume, en partie seulement, donc on est dans une logique de cofinancement. Ce qui est valable pour toutes les associations agréées, ce qu'on peut appeler le socle commun du financement, c'est ce qui relève du cadre légal. Donc, c'est ce que va verser l'État, soit aux associations, directement ou indirectement, aux associations agréées. Vous, en tant que structure bénéficiant d'un volontaire in fine, vous ne recevrez pas directement une aide de l'État sur le volontariat. Ça doit passer par les associations agréées. Hein, on est sur un système d'agrément. Ouais. Donc, on va recevoir, nous, associations agréées, une première part de financement de l'État qui est liée au dispositif. Ça peut être sur l'aide, ce qu'on appelle l'aide à la gestion, pour les formations, pour l'accompagnement au retour, les choses comme ça. Il y a des aides indirectes qu'on ne va pas percevoir, nous, organismes agréés, mais qui vont être financées directement par l'État auprès de la Caisse des Français de l'étranger. Je prends cet exemple-là pour dire que c'est un dispositif subventionné dans le sens où le coût moyen pour une personne en VSI, et je parle bien d'un coût moyen, hein, sur une année de volontariat, rien que sur la protection sociale, c'est-à-dire la Caisse des Français de l'étranger, autrement dit le régime général des expatriés et la part mutuelle, c'est environ 6 000 euros le coût. 6 000 euros par an par VSI. Sur ces 6 000 euros, l'État prend en charge l'équivalent actuellement d'environ 85%, soit près de 5 000 euros de ce coût qu'auraient sinon à supporter les structures qui accueillent les volontaires. Donc 5 000 euros par an, c'est pas 5 000 euros qu'on va recevoir nous, associations agréées, mais c'est 5 000 euros que va financer l'État auprès de la Caisse des Français de l'étranger à partir du moment où on affilie les volontaires. Donc il y a ce socle commun qui est le même pour toutes les associations agréées, qui sont ce qu'on appelle les aides de l'État sur le dispositif. Et comme ces aides de l'État, elles ne permettent pas de financer l'ensemble d'une mission de volontariat, eh bien ensuite, il y a un système de reste à charge, de cofinancement, et qui là dépend vraiment des pratiques de chaque association agréée, de chaque projet, de chaque partenaire. Et le deuxième poste de dépense, on va dire, pour une mission de volontariat de 12 mois, au-delà de la couverture sociale, c'est les indemnités. Et donc, selon si un volontaire est indemnisé, je caricature aux extrêmes, hein, 200 euros par mois ou 1 000 euros par mois, puisqu'il y a une latitude au niveau de la loi à ce niveau-là, contrairement au service civique où il y a une indemnité qui est fixe, quel que soit le pays, quelle que soit la personne, du coup, forcément, entre 200 euros par mois sur un an ou 1 000 euros par mois sur un an, on n'est pas sur le même coût final du projet de volontariat. Donc tout peut dépendre ensuite du projet, du partenaire, des pratiques de l'association agréée, etc. C'est pour ça que c'est pas simple de donner une estimation moyenne. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une part fixe qui est liée aux aides de l'État et qui est le socle commun du financement pour toutes les associations agréées. Voilà, je ne sais pas si ça répond précisément à la question, mais en tout cas, il faut effectivement bien comprendre le système de cofinancement par l'État de ce dispositif qui, in fine, bénéficie aux associations ou aux structures qui accueillent les volontaires. D'accord. C'est une première étape. Ouais, je sais que c'est pas simple, mais en tout cas, il y a ce qu'il faut savoir aussi, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, c'est-à-dire que vous, en tant que structure qui accueille un volontaire, ne pouvez pas recevoir des aides directes de l'État, des financements sur un dispositif sur lequel vous n'êtes pas agréé, d'où l'intermédiation par des associations agréées. Oui, d'où l'intermédiation. Voilà. Très bien, ok.
Merci. Merci, Joachim. On avait une question de Catherine et puis ensuite on a une question dans le chat de Léa. Donc on va prendre Catherine d'abord, puis Léa. Et Catherine, comme vous avez un petit peu réduit l'intervention, n'hésitez pas aussi à dire l'idée force que vous vouliez évoquer sur… Voilà, c'était justement à ce sujet-là pour qu'Isabelle, parce que comme on touche la question d'un coût financier de ce que représente l'accueil d'un volontaire de réciprocité, je pense que je laisserais bien Isabelle prendre la parole sur ce que ça représente aussi en termes de temps d'accueil pour la structure en elle-même et qui me semble important. Isabelle, tu veux bien aussi donner ce qu'on avait un petit peu relevé comme force et limite. Je vais peut-être pas tout reprendre puisqu'il y a beaucoup de choses qui avaient été déjà dites, notamment sur le dispositif et l'enjeu de bien se connaître entre structures porteuses et structures qui accueillent parce que ça fluidifie les échanges. Un point peut-être qui pouvait être à souligner quand on accueille un volontaire. Alors moi, juste pour situer, je suis donc chargée de développement et j'accompagne Nadia dans sa mission à l'Espace Solidaire. L'Espace Solidaire, c'est un espace ouvert au public à Nantes qui est animé principalement par des bénévoles. Et moi, comme salariée, je suis en appui aux bénévoles. Du coup, la place de la volontaire, c'est de proposer des initiatives et d'animer l'espace. Donc, on est dans une démarche d'EXI, éducation à la citoyenneté et solidarité internationale. Nadia, elle est tchadienne. Elle arrive pour une première fois en expatriation en France. Et donc, juste pour rappeler que quand on est dans l'interculturel, il y a un accompagnement à la volontaire qui arrive et qui a besoin de découvrir la France, qui a besoin de faire toutes ces démarches administratives en France, qui sont nombreuses et pas simples, et qui a besoin aussi de temps pour connaître les bénévoles et le fonctionnement d'une association en France. Et donc tout ça, c'est pas un point négatif, mais c'est vraiment à prendre en compte quand on accueille un volontaire en réciprocité. Pour lui permettre à Nadia et aux volontaires qu'on accueille de s'y retrouver pleinement et de déployer toutes leurs compétences, parce qu'effectivement, ils ont été recrutés, comme on l'a dit, dans un processus avec une fiche de mission. Il faut garantir ce temps d'accueil. Après, je vais pas avoir un regard très long. On n'est pas comme idée avec 25 ans d'expérience d'accueil ou d'envoi de volontaires. Mais là, elle est arrivée en septembre. Nous sommes en décembre, donc il y a un petit gap. Mais juste pour dire, voilà, un temps d'accompagnement important et pour la structure et pour les bénévoles qui sont avec elle. Et pour elle, pour se faire son réseau et puis prendre une place pleine et entière sur Nantes. Voilà, donc c'était des petits points d'attention que me semblait intéressant de partager au-delà de l'intérêt d'une réciprocité qui est une pratique au CCAFD, de travailler et de vivre la solidarité internationale en réciprocité, notamment avec l'accueil de partenaires, etc. Là, de le permettre avec une personne, et pas une structure partenaire, ça bouscule aussi des manières de vivre ensemble dans un espace et d'animer, etc. Donc, ça invite à innover et ça demande du temps, mais c'est riche. Voilà, pour faire court. Merci beaucoup Isabelle pour ces éléments complémentaires. Et donc, on a une dernière question, je crois que c'est la dernière, mais n'hésitez pas, vous avez encore quelques minutes. Elle est dans le chat, donc je vais la lire. Dans le contexte actuel, savez-vous s'il y a une remise en question envisagée à plus ou moins long terme de ces dispositifs et ou du pourcentage de prise en charge / cofinancement par l'État dont vous parlez? Dans le contexte actuel de réduction des baisses. Peut-être Guillaume, Guillaume, oui. Bon, on est comme tout le monde, on est dans le brouillard, donc ça c'est certain. Il y a des choses qu'on sait quand même, c'est que le volontariat, il n'y a pas de raison qu'il soit remis en cause, les dispositifs, etc. Il y a eu un très fort soutien politique ces derniers temps, ne serait-ce que par l'intégration dans la loi du volontariat et y incluant la réciprocité. Il y a des ambitions présidentielles qui ont été données et qui sont officielles. Donc, on n'est pas trop inquiet sur l'ensemble. Là où on peut avoir une inquiétude, ce n'est pas non plus sur les montants cofinancés durant les mois qui viennent, parce qu'il y a quand même la loi qui protège les montants.
Alors là où il peut y avoir une inquiétude, c'est sur le volume de volontaires qu'on peut envoyer ou accueillir, le nombre de VSI. Il pourrait y avoir peut-être une petite contrainte de volume. Il peut y avoir aussi peut-être une petite inquiétude sur des programmes multi-acteurs dans lesquels les membres du CLONG s'engagent beaucoup. Donc ce sont des programmes qui sont pilotés, fédérés par France Volontaire et qui sont très appréciables parce que ça augmente l'impact du volontariat pour certaines zones géographiques ou certaines thématiques. Là, on ne sait pas trop non plus s'il y aura autant de financement qu'avant. Voilà, mais je dirais incertitude bien sûr sur les volumes, mais pas d'inquiétude sur les dispositifs en eux-mêmes. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a une dernière question où tout est clair? Bon, si tout est clair, je vous propose de clôturer ce webinaire. Donc, je remercie encore une fois les intervenants, les animateurs, Mathieu de Coordination Sud aussi pour son aide dans l'organisation. Et vous, les participants, de vous être. N'hésitez pas à nous faire un feedback. Je pense qu'il y aura un questionnaire de satisfaction envoyé aux inscrits à l'issue aujourd'hui ou demain. Merci beaucoup. Et merci Rachel.